Bonjour and welcome to the American School of Marrakesh's first master class. We are honored to have today as our first master, Mahi Bin Bin, a celebrated author, artist, philanthropist, husband, and father. None of this would have been possible without the incredible support of our parent-teacher organization, which is led by our president, Pradipal Kadiri, whom I would like to introduce now. Thank you, Dr. Asato, for your kind words. It's a great pleasure to be in Mahi's fantastic house in the Palmery, and we are really excited to have an iconic artist, writer, and philanthropist. We mustn't forget that, as our very first guest speaker for ASM PTO's masterclass. I would like to take a few minutes just to explain what the masterclass is, and if you would allow me to read. It's facilitated by the ASM Parent-Teacher Organization, which is the PTO. The masterclasses offer immersive and interactive experiences that give the community opportunities to meet with the world's leading practitioners in a variety of fields like art, science, literature, technology, sports, music, food, and I could go on and on and on. Each masterclass is led by a guest expert or master. For today, we have Mahi Bin Bin, and are designed to offer in-depth yet accessible knowledge. The participants, whom we have here, get to interact with the masters through virtual or face-to-face interactions and have access to instructional videos and recordings afterwards. Whether your favorite trending passion is cooking, music, art, sports, science, or technology, there is something to learn for everyone at ASM PTO's masterclasses. We are super excited today to have Mahi, and if you would allow me, if I may read out again in French what the ASM masterclasses are. Initié par l'ASM Parent-Teacher Organization, PTO, les masterclass offrent des expériences immersives et interactives qui donnent à la communauté l'opportunité de rencontrer les plus grands praticiens du monde dans divers domaines comme les arts, les sciences, la littérature, la technologie, les sports, la musique et la cuisine. Chaque masterclass est dirigée par un expert invité et conçu pour partager des connaissances approfondies, mais accessibles dans ces différentes disciplines. Les participants peuvent interagir avec les experts par les biais des activités virtuelles ou en face à face, et on a accès à des vidéos et à des enregistrements pédagogiques. Que votre passion soit la cuisine, la musique, les arts, les sciences, les sports ou la technologie, il y a quelque chose à apprendre pour tout le monde à Masterclass de ASM PTO. And with that, I would like to invite Mahi Bin Bin to say a few words, talk about his passions, his journey, his interests, what drives him. I think it's also interesting to know about how he's able to excel at all these different things, writing, art, set up foundations, make movies, and how did he make all those choices, and how is he able to do all these things with such passion and life, and to live this amazing, larger than life, I would say. So over to Mahi. Alors d'abord, merci pour cette invitation, et je trouve ton accent en français délicieux. Alors, parler de soi est toujours compliqué, n'est-ce pas? Mais je vais retracer un petit peu mon parcours. Je suis né à Marrakech, au fin fond de la médina de Marrakech,
avec une mère qui a élevé seule ses 7 enfants. Mon père est parti quand j'avais 3 ans. Et elle, c'est une femme qui s'est battue pour élever ses enfants. C'est-à-dire, à 40 ans, elle s'est mise à faire des études. Elle était secrétaire. Et à 40 ans, elle s'est mise à faire des études pour... elle n'avait pas le baccalauréat, elle a fait 2 années de capacité en droit, elle a eu l'équivalence du baccalauréat, elle a fait l'université. Et elle nous a appris, à mes frères et sœurs, il fallait qu'on soit les meilleurs dans ce que nous faisions. C'est-à-dire, il fallait qu'on soit toujours premier, il fallait qu'on sorte de la misère, voilà. Et je crois que nous y avons réussi à peu près tous. Mes sœurs sont toutes professeurs à l'université, mes frères ont fait des carrières magnifiques, et il y en a même un qui a été en prison, dans cette prison qui s'appelle Tazmamart, et il a fait la meilleure prison du monde. Il ne pouvait pas faire une prison meilleure, puisqu'il a participé au coup d'État contre Hassan II en 1971. Et donc voilà, je veux dire qu'on a fait au mieux pour réussir. Et donc, moi déjà, à l'âge de 14-15 ans, les études, même si ça marchait bien à l'école, les études ne m'intéressaient pas forcément. Donc, je commençais par faire de la musique. Et ma mère, pour m'empêcher de faire de la musique, elle m'a envoyé dans un internat dans une autre ville, à Rabat, au lycée Moulay Youssef. Et là, j'étais interne, et la seule chose pour quitter cette prison qui est ce lycée, c'était de bien travailler, ce que j'ai fait. J'ai bien travaillé et j'ai pu aller à Paris, j'ai eu une bourse pour aller à Paris, faire des études de mathématiques. Et après 5 ans d'études à l'université Pierre et Marie Curie, je suis devenu professeur de maths. C'est-à-dire, mais au fond de moi, je voulais devenir artiste. Je savais que j'étais artiste, mais je ne savais pas quelle voie suivre. C'était très compliqué. On m'a dissuadé de chanter parce que j'ai une voix, je chante comme une casserole, mais il fallait trouver autre chose, quelque chose de différent. Et là, j'ai eu une rencontre assez exceptionnelle avec un écrivain espagnol qui s'appelle Agustín Gómez Arcos. Et Agustín m'a pris un peu entre ses bras comme on prend un bébé, et il savait qu'il y avait un artiste derrière, et voilà. Donc tous les soirs, quand je sortais de mon lycée, où j'enseignais les mathématiques, on allait dans un petit restaurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Mazarine, et je dînais tous les soirs avec des écrivains, des peintres, des dessinateurs, des caricaturistes, il n'y avait que des gens formidables, et je voulais faire partie de ce monde, je voulais faire partie de cette communauté. Et puis voilà, donc au bout de quelques années, à l'époque, Agustín passait 6 mois à Paris et 6 mois à Madrid. C'était un anti-franquiste, mais Franco était mort, donc il pouvait retourner vivre de temps en temps à Madrid. Et à l'époque, on s'envoyait des lettres. On ne s'envoyait pas des SMS mal écrits, on écrivait des lettres. On allait à la poste, poster les lettres, acheter un timbre. Et on attendait, on n'était pas sûr que la lettre allait arriver. Et puis un jour, Agustín m'a dit, mais tu sais, tu as une jolie plume, parce qu'en vérité, j'ai beaucoup lu quand j'étais petit. Ma mère nous faisait lire, il fallait lire. On n'avait pas de télévision, il nous fallait lire. Et donc j'ai lu beaucoup. Et un jour, Agustín m'a dit, mais tu as une jolie plume, tu devrais écrire. Et je lui ai dit, mais écrire, j'ai jamais pensé, et je sais pas comment. Il m'a dit, je sais pas, fouille dans l'histoire de ta famille, et puis tu vas trouver des histoires. Dans toutes les familles, il y a des histoires. Et dans ma famille,
il y a une nounou qui m'a élevé quand j'étais tout petit, qui était une ancienne esclave. Parce que l'esclavage a été aboli plusieurs fois, mais au Maroc, les anciens esclaves sont devenus des dadas, des grands-mères, voilà. Et j'ai raconté l'histoire de cette femme, Dada, qui est morte quand j'avais 3 ou 4 ans, donc je me suis beaucoup renseigné sur sa vie. Et j'ai raconté son histoire du jour où elle a été rasiée de son village natal jusqu'au jour de sa mort. Comment elle est passée de main en main jusqu'à atterrir chez nous à la maison. Et quand Agustín est arrivé de Madrid, je lui ai donné les 100 pages. Je lui ai dit, voilà, je l'ai écrit. Et lis-le et dis-moi ce que tu en penses. Il a lu une page et puis il m'a dit, bon, demain on commence le travail. C'est très mal fichu ton truc. Et pendant 3 mois, j'allais dans un petit café à Saint-Germain, en sortant du lycée, et il me corrigeait ligne après ligne, mot après mot. Et il a pratiquement réécrit mon livre. Mais vraiment, le livre est devenu nickel. Il l'a proposé à un éditeur, des éditions Stock, à Paris, qui ont vu un livre d'Agustín pas cher, donc ils l'ont pris tout de suite. Et le livre a eu un certain succès, il a été traduit en quelques langues, il a bien fonctionné. Et puis il a fallu, évidemment, on m'a dit, tu es écrivain. J'ai dit non, je ne suis pas écrivain, j'ai écrit un livre. On m'a dit non, tu es écrivain. Quand on a écrit un livre, on est écrivain. Et il fallait supporter ce titre et d'abord le mériter. Donc, il fallait écrire un autre livre. Et là encore, j'ai fait un peu comme Agustín m'a dit, fouille dans l'histoire de ta famille. Et dans l'histoire de ma famille, évidemment, il y avait ma mère, cette femme courage, cette femme qui s'est battue dans un monde machiste, dans un monde très compliqué. Hein. Et donc, comme je parlais tout à l'heure de mon frère qui a fait de la prison, il a participé au coup d'État de Skhirat en 1971. Donc les 2 premières années, ils étaient dans une prison normale, mais au bout de 2 ans, hop, on les a pris et ils ont disparu. Donc il y a eu, on ne savait plus où était mon frère et on ne savait plus s'il était vivant ou mort pendant 18 ans. Mais ma mère, elle savait qu'il était vivant, parce que les mères sentent ces choses-là. Elle savait qu'il était vivant. Et mieux que ça, tous les jours à midi, elle lui mettait sa part de côté, au cas où il rentrerait par hasard. Et vraiment, c'était la part de l'absent, elle était là tout le temps. Et quand on revenait de l'école à 5 heures, on était très content de trouver la part de l'absent, parce qu'il était absent et éternellement absent. Et quand arrivait le mois de mars, c'était l'anniversaire de mon frère, elle nous prenait carrément la moitié du tagine. Et on était pauvres. Donc, mais elle savait. Et ma mère, qui a perdu son fils, a fait une maladie du sein. Elle a fait un cancer du sein, donc on l'a amputé d'un sein. Ça, c'est la réalité. Maintenant, pour l'écrivain que je suis, ou que je croyais déjà, je commençais à me convaincre que j'étais écrivain, je me suis dit, c'est pas un hasard si elle perd son enfant et elle perd le sein. Il y a un lien, le sein, c'est la vie. Et j'ai écrit un 2e roman qui s'appelle Les funérailles du lait. Et c'est un livre où c'est une mère dont l'enfant a disparu et on l'a amputé d'un sein, mais elle dit au docteur, rendez-moi mon sein. Et elle va le mettre dans un sachet en plastique et elle va le bercer comme si c'était son enfant pendant tout le livre. C'est le livre qui a le moins bien marché dans ma carrière, mais c'est le livre que je préfère de tous mes 13 livres. Et donc, elle va aller enterrer ce sein, c'est-à-dire elle va aller enterrer son enfant et dire aux hommes, vous m'avez volé la vie de mon enfant, mais vous ne me volerez pas aussi sa mort. Cet enfant a existé
et elle va aller dans le caveau familial et enterrer. Évidemment, quand j'ai fini le livre, j'attendais le retour de mon ami Agustine. J'attendais impatiemment qu'il lise le livre et qu'il me tape sur le dos pour me dire c'est bien. Et il est venu, il n'a pas voulu le lire. Il m'a dit tu as un éditeur, tu n'as plus besoin de moi, donne-le à ton éditeur. Si tu n'as pas compris comment on fait un livre, change de métier. et il n'a pas voulu le lire. Il n'a pas voulu le lire. Et quelques années plus tard, dans son hôpital, il était en train de mourir, et il m'a dit, je vais te faire une confidence. Je me suis fait une très grande violence pour ne pas lire ce second livre. Mais il fallait que je te lâche, il fallait que tu sois certain que tu es un écrivain. Et je pense que je suis devenu écrivain parce qu'Agustine n'a pas lu le... et l'éditeur l'a accepté. Et puis après, il y a eu d'autres livres, il y a eu L'ombre du poète. L'ombre du poète, à l'époque, on ne pouvait pas trop parler de Hassan II, et j'ai choisi un livre qui se passe dans la cour d'El Glaoui, le grand pacha de Marrakech, et c'était un peu la même histoire, c'était raconter le palais sans le raconter, raconter l'arbitraire sans le raconter. Et c'est passé parce que Glaoui n'était pas très aimé ni par les Alaouites, ni par personne. Enfin, c'était un homme qui a fonctionné avec avec les colons. C'était l'homme des Français. Et donc le livre est passé. Puis après, j'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit Cannibale sur l'immigration clandestine, sur les jeunes qui traversent le détroit et qui vont mourir très souvent en mer. Donc j'ai raconté l'histoire de ces jeunes. J'ai écrit sur le terrorisme. Et là, les étoiles de Sidi Moumen, c'est un livre que j'ai écrit après les attentats terroristes en 2003. En 2003, 14 jeunes sont sortis d'un bidonville qui s'appelle Sidi Moumen et qui ont fait un carnage dans Casablanca. 45 morts, 100 blessés. C'est-à-dire, on n'était pas habitué dans ce pays au terrorisme. Le Marocain est sympa, le Marocain n'est pas violent, il n'est pas génétiquement violent. Moi, c'est un peuple conciliant, c'est un peuple sympa. Vous plantez dans la rue, vous cherchez votre chemin, il y a 10 personnes qui s'arrêtent. Bon, ils vous donnent 10 directions différentes, mais enfin, ils sont sympas. Et j'ai écrit, quand il y a eu cet attentat, les 14 jeunes sont sortis d'un même bidonville, de Sidi Moumen, et je me suis rendu sur place pour voir à quoi ressemble ce bidonville. Et là, j'ai trouvé une ville de tôles ondulées, d'égouts éventrés, une zone de non-droit. En 2003, c'était quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire des bidonvilles, j'en vois à gauche, à droite, mais qui restent de taille humaine. Là, c'était 400, 500 000 personnes qui vivaient dans des conditions assez effroyables. Et j'ai commencé à écrire un roman pour essayer de comprendre pourquoi ces gamins sont devenus des terroristes. Pourquoi, en si peu de temps, parce qu'il faut seulement 2 ans pour conditionner un gamin, pour en faire une bombe humaine, il faut seulement 2 ans. Et j'ai écrit ce roman qui a eu un certain succès, qui a été traduit dans une 15aine de langues, et dont mon ami Nabil Ayouch, le metteur en scène, qui est la star ici, l'a adapté au cinéma. Il en a fait un film. Et donc, pendant le tournage, j'allais voir un peu... Évidemment, j'étais très excitée de voir mes personnages évoluer en vrai, presque. Et alors, pour tourner le film, Nabil Ayouch a pris les gamins du bidonville, une dizaine, douzaine, et il les a mis dans un appartement pendant quelques mois. Et c'était eux les acteurs. Ils sont devenus les acteurs.
Et alors, il y avait quelque chose d'assez bizarre, parce que à Sidi Moment, ils fouillaient dans la décharge, ils étaient sales. Et soudain, dans l'appartement, ils pouvaient prendre une douche. Ils étaient propres, ils avaient des habits propres. Et pour faire le tournage, ils devaient se dévêtir de leurs habits propres et s'habiller de leur passé, de leur guenille, il y avait quelque chose de pas très sain dans cette affaire. Et à midi, pendant le buffet, évidemment, il y avait un self-service et les enfants remplissaient leurs assiettes. Ils avaient l'impression que la fête allait finir. Le tournage durait quelques semaines. Et je disais à Nabil, mais ils peuvent pas manger. Il m'a dit oui, ils ne peuvent pas manger le 1/10, mais comme c'est gratuit, ils remplissaient l'assiette. Et alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces gamins? Qu'est-ce que tu vas faire de ces gamins après? Il m'a dit, mais je vais les payer. Et j'ai dit, quoi? Tu les as mis pendant 1 an dans un appartement, ils sont propres, et après tu vas les rejeter dans le bidonville où ils vont fouiller dans la décharge. Je veux dire, il y a quelque chose de... Il m'a dit, mais je ne peux pas les adopter, ils sont 12. Et là, on a commencé à réfléchir, lui et moi, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gamins. Et on a gagné beaucoup d'argent, hein, la vérité, sur la misère. Et cet argent, il fallait peut-être en rendre au moins une partie aux enfants du bidonville. Et là, nous avons créé le premier centre culturel qui s'appelle Les Étoiles de Sidi Moment. Nous avons créé un centre dans le bidonville. Et c'est un centre où il y a une salle de cinéma, une salle de musique, une salle de danse, des cours de langue, pour évidemment apprendre aux enfants que l'étranger n'est pas ton ennemi. L'étranger, c'est ton frère. Il faut que tu apprennes à lui parler l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français. Et on a eu un tel succès avec ce premier centre qui accueille aujourd'hui 1000 enfants. C'est pas mal. Avec des gens, nous sommes allés dans un endroit où il y a des mafias pseudo-religieuses qui conditionnent les gamins et qui leur apprennent la culture de la mort. Eh bien nous leur apprenons la culture de la vie, c'est-à-dire nous leur apprenons à voir un film, à lire un livre, à apprendre une langue. Ils ont Internet, ils font hip-hop. Hip-hop, ça a un succès incroyable avec les jeunes. Donc, il y a une cafétéria. Il y a, au lieu d'aller traîner dans les garages et d'être conditionné par ces vendeurs de mort, eh bien, ils viennent chez nous et on leur apprend la culture de la vie. Après le centre de Sidi Moment, évidemment, c'est des choses qui coûtent très cher, donc on essaye de lever des fonds partout. On mendie. Nous sommes devenus les champions du monde de la mendicité, Nabil et moi. Et après, on a ouvert un second centre, on ne pouvait pas s'arrêter là. Dans un bidonville à côté de Tanger, Bni Mekada, qui s'appelle Les Étoiles du Détroit. Encore, il y a eu une déferlante de gamins. C'est-à-dire, ils sont demandeurs, ils veulent apprendre, ils veulent être soignés, ils veulent être aimés, ils veulent être compris. Et on ne pouvait plus s'arrêter. Et évidemment, il nous fallait encore lever des fonds et encore lever des fonds. On a ouvert un 3e centre à Fès, les Étoiles de El Madina. Et évidemment, on ne pouvait pas s'arrêter. On a ouvert un 4e centre à Agadir, les Étoiles du Souss. Et là, nous sommes en train d'ouvrir le plus beau, et ça va être à Marrakech, bien sûr. Voilà, si vous voulez poser des questions, je suis... May I now invite the American School of Marrakesh student representative Dinah,
worked with our student body to create a wonderful list of questions which she can ask you in French, English and Arabic, and maybe we'll mix it up a little bit so that we can reach out to all our community. Ok. Thank you. Alors je vais commencer par la première question. Pourquoi créez-vous ce que vous créez? C'est-à-dire, d'abord parce que c'est ma nature et j'ai besoin de ça. J'écris comme je respire. J'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de peindre. J'ai besoin de raconter les choses. Maintenant, les écrivains du Sud, ils se sont investis d'une mission don quichotesque de redresseur de tort. Nous voulons changer les choses qui ne vont pas. Et beaucoup de choses ne vont pas très bien chez nous. Oui. Pourquoi créez-vous de cette manière? C'est la seule que je pourrais... disons que le contexte aussi familial m'a poussé à parler beaucoup de l'enfermement, parce que j'ai vécu avec un frère, un père qui est parti très tôt, un frère qui est devenu la figure tutélaire du père et qui est parti aussi. Donc, et puis, ce qui est assez incroyable, c'est que mon père était courtisan du roi, c'était le fou du roi, et mon frère a participé au coup d'État contre le roi, où il est entré avec des armes lorsque mon père était caché avec le roi dans un trou. Et ça fait de vous, c'est du Shakespeare ça. Laquelle de vos nombreuses créations considérez-vous comme la plus importante et pourquoi? Évidemment, j'ai parlé tout à l'heure des Funérailles du lait, qui est un livre qui a très mal marché. Hein. Je me suis dit, quand il ne s'est pas vendu, je me suis dit, l'éditeur ne va plus me republier. Eh bien si, ils m'ont republié. Et c'est un livre qui me touche profondément parce qu'il touche ma mère, il touche mes proches. Qu'est-ce qui vous a permis de réussir la transition des moments importants de votre vie? J'ai toujours eu des anges gardiens. Il y a des gens qui tombent du ciel, je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont là et ils me mettent sur la voie, ils me poussent, ils me disent c'est là qu'il faut aller. Et là, j'ai parlé tout à l'heure d'Agostine, c'est là. Ma mère, je voulais pas faire des études. Elle m'a poussé. À un moment, je voulais, avec des amis, ouvrir un café. Et j'avais besoin de sous. Elle m'a dit, j'ai des sous pour ton café. Et ma mère, elle disait jamais non. Elle m'a dit, seulement, moi je te voyais comme toi, assis au café et les gens te servir, pas toi servir. Cette femme, elle était comme ça. Finalement, quel message espérez-vous transmettre à votre public? Le message que tous les artistes veulent toujours transmettre, c'est aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous taper dessus. Il y en a marre entre les religions, les couleurs, Ouf. Donc les artistes, leur rôle, c'est de dire aux gens, mais juste aimez-vous les uns les autres. Oui. Et en tant qu'artiste et écrivain, quels ont été vos plus grands défis ou frustrations et comment les avez-vous surmontés? Les frustrations, c'est quand il y a un flop, quand on travaille une année sur une exposition et qu'il n'y a pas une vente. Et ça, c'est arrivé. Et quand on a écrit un livre et qu'il ne reçoit pas le public qu'on espérait, etc. Et voilà, ça c'est des... Et puis, le courage, c'est de pouvoir se relever et de marcher après la chute. C'est ça la réussite, c'est ça le grand courage, c'est se lever une fois qu'on est tombé, se relever et marcher. Je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. Merci. May I now throw the floor open to questions from the parents? We'd be delighted to take questions if anyone would like to ask the great master
something. Thank you, Diane. Wonderful. Great job. Voilà. Yes, Stephanie? Oui, moi, Is- j'ai une question à vous poser. Quand et comment êtes-vous passé de l'écriture à la peinture? Vous avez toujours fait les deux, par exemple, ou bien qu'est-ce qui vous mène à travailler plus un art qu'un autre à un moment, ou bien durant toute votre vie finalement vous avez toujours eu un cahier avec des écritures, une toile plus ou moins commencée et finie? Alors en fait, non, je ne savais pas dessiner. À l'âge de 26 ou 27 ans, je ne savais pas dessiner. Je savais faire les maisons comme ça, avec la cheminée, comme tous les enfants, mais je ne savais pas dessiner. Mais mon copain Agustin, toujours, qui était entouré d'artistes, il m'a ouvert les portes des studios des artistes. Et j'ai rencontré des artistes fabuleux, de très grands artistes qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont montré les choses. Alors, puis pour apprendre à dessiner, il faut vraiment faire une école. Je me suis inscrit pendant 6 mois dans une école pour apprendre à dessiner une bouteille, une pomme, un visage, un 3/4. Et j'ai appris. Et depuis ma première exposition, je ne vais pas vous dire en quelle année, vous allez croire que je suis vieux alors que je suis très jeune. C'était en 87 quand même. Ma première expo, c'était en 87 et mon premier roman a été publié en 92. Donc ça a été toujours un peu en parallèle. Et en fait, j'ai une discipline absolument militaire. Je me lève à 6 heures du matin, j'écris pendant 4 ou 5 heures, je déjeune avec ma famille, donc j'ai une vie de famille normale comme un fonctionnaire. À 14 heures, je suis dans mon studio et je travaille jusqu'à 19 heures. Et j'ai une vie de famille normale, c'est-à-dire je vois un film avec mes enfants, ma femme, on sort, je suis absolument réglé comme une horloge, et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la peinture, de la sculpture, voilà, des romans et m'occuper des centres qui me prennent 30% de mon temps. Parce que les centres, il faut non seulement vérifier que tout se passe bien, mais il faut surtout lever des fonds un peu partout pour qu'ils puissent continuer à exister. Justement, en parlant du centre de Marrakech, il va ouvrir où ce centre? C'est dans un futur très proche ou plus éloigné? Le centre de Marrakech va ouvrir en septembre prochain. Je leur ai donné juin comme deadline, mais je pense que ça va être septembre. Et là, j'ai un riad de 1000 mètres carrés en Médina qui est en ce moment en train d'être rénové dans les règles de l'art, en respectant évidemment un riad qui est pratiquement un palais. Et là, il y aura les étoiles de Jemal Fna qui verront le jour en septembre prochain. Wonderful. So, may I request the artist if he would give us a little private tour of the amazing studio that you've built, Okay. and he's cleaned it for us for ASM. So maybe just wander along with you and the parents, if we can join us, and then we'll have a little walkthrough, and we can continue with the questions. Come, please. La porte, elle est juste là.
peintures qui sont en préparation. La nouvelle série que je fais, en ce moment, il y a une exposition au comptoir des Mines qui s'appelle Horizon Oblique. Horizon Oblique, pourquoi? Parce que l'horizon, on ne le voit pas avec cette pandémie. Je le vois de travers. Et donc, j'ai fait une série sur... Regardez, les gens sont tous dans des cadres, ils sont enfermés, ou alors ils veulent sortir du cadre. Les personnages veulent quitter le cadre. Et en fait, c'est le résultat de cette pandémie. Là, c'est carrément une pièce sans cadre. Et ça, c'est le résultat direct du confinement qui a duré 1 an maintenant. Donc voilà, on en a marre, on est fatigué. Donc même mes personnages sont fatigués et ils veulent être libres. Donc je les ai sortis du cadre. Et là, il est encore dans le cadre, mais il a envie de sortir. Hein. Et là, venez voir par là, ils sont vraiment, ce sont je vais faire des scènes, c'est la prochaine exposition, il va y avoir des personnages qui vont flotter dans l'air, qui vont, voilà, sans limite. Et quand on sera vacciné, je les remettrai dans leur cadre. Voilà, donc... Là, c'est le système ingénieux où on stocke les tableaux. Ça, il faut le voir. Donc là, il y a toute une série de tableaux stockés qui n'ont pas été retenus pour cette exposition. Mais il y en a beaucoup. Et je suis fier de mon jouet là. J'arrive à stocker les tableaux, à les protéger de la poussière, parce qu'il y a beaucoup de poussière ici. Et donc je leur mets un film tant qu'ils sont dans l'atelier. Voilà. Évidemment, il faut les voir debout. J'ai une question. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le livre dont vous êtes le plus fier, entre guillemets, vous aimez peut-être le plus, c'est celui que vous avez écrit au sujet de votre maman. Ouais. Est-ce qu'il y a une toile dont vous êtes le plus fier? La dernière. La dernière, parce que je suis excitée. Là, je suis excitée avec ça fonctionne bien, là, le jaune sur le noir, avec... Moi, je préfère celle-là. Ah oui. Alors ça va être un peu comme ça, plutôt. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc ça, c'est la pièce d'hier. Hier, elle n'est pas finie. Ça y est, je me suis mis de la peinture. Ça va? Mais tout à l'heure, elle sortait du cadre. Oui, je me posais la question. Et oui, c'est ça par rapport à... Je me dis, je la confine. Mais justement, cette période qu'on a vécue qui est quand même assez extraordinaire, quand on donne comme ça autant de tout ce que vous avez donné, est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui vous a empêché de créer ou est-ce Non, que pas au de contraire, créer. ça vous a... Mais je sentais l'oppression. Cela dit, en vérité, le confinement, moi, m'a réussi. J'ai réussi à écrire un livre, à faire une expo, ouais. et j'ai eu mes 3 filles pendant plusieurs mois. Ce qui n'est pas arrivé, il y en a une qui est à Los Angeles, l'autre qui est à Londres, l'autre qui est à Madrid, et je les ai jamais eues toutes les 3 pendant des mois. Elles me détestent maintenant, mais je les avais pour moi. Any more questions or comments or... En tout cas, merci. Wait. Thank
thank you so much, Mahi, for your time, for your effort, for it's a you know plaisir. opening your house, your heart, everything to ASM. And on behalf of the American School of Marrakesh (PTO), we would like to say a very, very big thank you. Thank you. And in front of one of your campuses. And may I now request Dr. Asato, the head of school, to come forward and give a vote of thanks. And to present Mahi with a little gift that we have. And he's going to explain the gift also. First of all, I just want to say thank you. Merci beaucoup, monsieur, for your wonderful, animated, and very intriguing presentation. I know that this is something that the American School of Marrakesh is very happy to present to our families, to the greater community of Marrakesh and Morocco and beyond. We have people connecting from all over the world today, joining us in this presentation. What you do, your work, your beautiful work, is inspiring and inspirational for our students, but it's really a representation of what we are trying to achieve here at ASM, this desire, this drive, for excellence in all that we do, in mind, body, and spirit, and You're like my mother. and it really it shows your curiosity, your creativity, Your Hawaiian mother. or maybe Hawaiian father. But this is this gift here is actually I'll just talk about the card, but. It's actually our student artwork. Fantastic. This is from a student from the class of 2030, Malak. C'est petite. C'est très bien, c'est super. So it's one of some of the artwork they've done, Fantastic. and there's a little gift in here for you. To continue your writing. So thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On behalf of ASM, we're so thankful to the Merci. parent-teacher organization led by Ms. Pretty Paul Kadiri, who's done an amazing job uniting the community, really giving us a lot of support and helping us to achieve mission. So thank you so much for the honor of having you as our first. You can come anytime. That's For our a Moroccan first master. That's a Moroccan. Thank you so much. So. Thank you very much. Thank you very much. Mahi, thank Merci. you. Merci. Oh, I don't know if I'm allowed. No, we're not allowed, man. Thank you. Merci. Merci. And thank you, mums and dads and everyone for supporting this. It would not have happened without all of you all. And I think I would like to announce our next masterclass, which is Chef Moha, which all of you all know, and he cooks up a storm, and we're excited to have him on our next session. Thank you.